Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'Université populaire de la MJC Héritant. Université populaire, MJC, deux projets qui se font écho, qui se mêlent et se démêlent, avec à chaque fois pourtant l'affirmation d'appartenir à un seul et même mouvement, celui de l'éducation populaire. Condorcet, l'abbé Grégoire, Jean Nasset, Benigno Cáceres, la liste est longue de ceux qui sont à l'origine et qui ont contribué à la construction de ce que l'on appelle l'éducation populaire. Une histoire singulière qui débute avec la Révolution et les philosophes des Lumières, qui souhaitaient l'avènement d'une société de progrès avec des citoyens éclairés, une histoire qui continue aujourd'hui encore. Peut-on pourtant parler d'une histoire linéaire ? Depuis la Révolution, les enjeux ont changé à de multiples reprises. Y a-t-il eu des périodes fastes pour l'éducation populaire? Est-ce que la transformation des citoyens attendue a eu lieu? Est-ce qu'aujourd'hui, tous les citoyens ont accès à la formation nécessaire à l'exercice de la démocratie, comme le souhaitait Condorcet? De quoi parle-t-on? À l'heure où les sciences sont de plus en plus complexes, est-ce que l'éducation populaire a encore la capacité à agir positivement sur la démocratie? Intelligence artificielle, réchauffement climatique, conflits multiples, jamais l'implication des citoyens n'a été aussi importante, et pourtant aujourd'hui sont-ils suffisamment formés et informés pour participer aux grandes mutations en cours? Que penser aussi de la substitution dans les années 70 de l'appellation activité socio-culturelle à celle d'éducation populaire? Une transition que nous avons toujours très mal vécue, une trahison du politique, une volonté des acteurs en manque d'inspiration. On aura peut-être la réponse. Qui sont les acteurs de l'éducation populaire? Entre ceux revendiqués alors que leurs actions sont ou se sont éloignées de l'éducation populaire, vous aborderez sans doute le cas parfois ambigu des MJC, et les acteurs qui y contribuent sans jamais utiliser le vocable, je pense aux médiathèques, les journaux, la télévision, certains réseaux sociaux font de l'éducation populaire aujourd'hui. Comment s'y retrouver? Faut-il d'ailleurs le faire? On voit, les questions autour de l'éducation populaire sont nombreuses et notre soif de connaissance est grande. Laurent Besse, vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine. Vous avez beaucoup travaillé sur l'éducation populaire et sur les MJC en particulier. Vous avez d'ailleurs écrit plusieurs ouvrages sur ce sujet, dont le livre « Les MJC 1959-1981, de l'été des blousons noirs à l'été des minguettes ». Un ouvrage qui, en 2008, a particulièrement été apprécié et a particulièrement circulé au sein du CA de la MJC Héritant. Je me souviens de ce moment. J'ai d'ailleurs prêté mon ouvrage à quelqu'un, je ne l'ai jamais récupéré. C'est quelqu'un qui l'a. Ce soir, vos connaissances sur l'éducation populaire vont nous apporter un éclairage sur ce projet humaniste que nous revendiquons plus que jamais et qui trouve tout son sens ce soir dans cette conférence. Laurent Besse, vous avez la parole. Merci. Je suis très heureux d'intervenir dans le cadre d'une université populaire dans une MJC. Ça n'est jamais arrivé. Donc c'est vrai que on a là synthétisé finalement deux moments, deux formes aussi peut-être sur lesquelles on va revenir de l'éducation populaire. Les universités populaires donc qui commencent en France vraiment au tournant du XXe siècle, 1899, et de l'autre les MJC qui naissent il y a tout juste 80 ans, en octobre 1944, mais dont le plein développement date des années 60, celle de Mâcon étant une des premières au milieu des années 50, un petit peu avant la grande vague. Donc, effectivement, l'éducation populaire, c'est une notion qui est difficile à cerner. C'est peut-être une chance, après tout. Au sens, elle fait l'objet de multiples utilisations. Et alors, ça pose des tas de difficultés, en particulier aux historiens.
Mais en revanche, peut-être que pour les citoyens, pour nous, cette fois-ci non pas en tant que chercheurs, mais en tant qu'acteurs de la vie sociale, c'est une chance peut-être, cette plasticité hein, de la notion d'éducation populaire. Il me semble que schématiquement, il y a toujours deux usages d'éducation populaire et qui ont des liens entre eux, mais qui sont quand même assez différents. Le premier, on va dire, c'est un idéal qui, effectivement, remonte l'héritage des Lumières, l'idée du citoyen et de la citoyenne éclairée, l'idée aussi de l'éducation de tous, et surtout, peut-être plus encore, de l'éducabilité. Je ne sais pas si le terme est très joli, mais que l'éducation peut beaucoup, que grâce et par l'éducation, eh bien, on va améliorer la capacité des sociétés humaines à maîtriser leur destin. Donc ça, cet idéal, il a aujourd'hui largement plus de 2 siècles, et il anime des tas de militants. Ça, donc, c'est le premier aspect. Il met plutôt l'accent sur, on va dire, les savoirs, l'accès au savoir. Et puis de l'autre, il y a l'autre sens d'éducation populaire, au sens que je qualifierais de administratif ou institutionnel, qui est parfois un peu dévalorisé, mais qui correspond en gros à ce qu'on appelle le secteur jeunesse éducation populaire. Pour aller, pour schématiser encore un peu plus vite, l'animation, qui aurait moins bonne presse finalement. Il y aurait d'un côté l'aspect un peu noble, que serait voilà, ce grand idéal, et puis de l'autre des réalisations qui seraient forcément décevantes. Et il me semble qu'il y a souvent ce discours, en particulier dans les MJC, où quelque part on aurait trahi parce qu'on serait dans l'activisme, dans la consommation, et beaucoup d'animateurs, et même aussi professionnels comme bénévoles, mais aussi simplement des militants ou des gens qui s'intéressent à l'éducation populaire, sont pris dans ce discours, finalement, au sens où ils ont toujours le sentiment, quelque part, d'avoir trahi par rapport à un passé qui aurait été mieux que le présent. C'est sans doute vrai par certains aspects, mais il me semble qu'un des intérêts de se pencher sur l'histoire de l'éducation populaire telle qu'elle a pu se faire, c'est aussi de ne pas idéaliser le passé. De toute façon, le passé, il est passé, comme dirait l'autre, et on ne va pas revenir. Donc, il faut jeter un œil sur lui pour, justement, le dépasser et être capable de construire des formes d'éducation populaire, ici et maintenant, enfin, en tout cas, vers l'avenir. Parce que un des problèmes, très souvent, quand on parle d'éducation populaire, on se tourne vers les historiens. Donc il y a toujours un côté un petit peu nécrologie. C'est dommage. Il me semble que c'est important, bien entendu, de connaître l'histoire, mais pour pouvoir en faire quelque chose de cette histoire. Et une des manières, quelque part, de se débarrasser peut-être de ce poids écrasant de l'histoire, c'est de ne pas idéaliser le passé, parce que c'est une histoire certes riche, mais complexe, décevante, avec des conflits. Voilà, tout n'a pas été une longue route tranquille qui serait brutalement interrompue schématiquement dans les années 60-70, lorsque serait arrivée d'une part la professionnalisation et l'animation socioculturelle. Voilà, les choses se sont transformées comme la société de 2025 est différente de celle des années 50 ou a fortiori du 19e siècle. Donc, effectivement, le terme éducation populaire, on l'utilise pour des tas de choses. On a dit, par exemple, j'ai entendu dire que sur les ronds-points, pendant le mouvement des Gilets jaunes, il y avait de l'éducation populaire qui se faisait. C'est ni faux ni vrai, au sens il y a des choses qui se sont produites, effectivement, il y a eu de la formation, mais il n'y avait pas derrière un projet éducatif, il n'y avait pas d'intentionnalité, ni même d'intention éducative. Hein. Et donc, utiliser le terme éducation populaire pour qualifier ce qui relève d'un mouvement social, c'est-à-dire finalement pas grand-chose de la réalité de ce qu'est le mouvement d'éducation populaire, qui suppose une certaine continuité, des techniques aussi, pédagogiques, hein, dans lesquelles il y a une histoire, dans lesquelles l'animation aujourd'hui s'inscrit, comme d'autres pratiques avant elle.
Donc, voilà un petit peu ce que j'aimerais évoquer avec vous, en commençant, ça tombe bien, l'université populaire, ça résume assez bien à la fois l'idéal, effectivement, d'élargissement de la connaissance, de construction des citoyens et citoyennes par l'éducation, et des formes typiques du XIXe siècle qu'on va trouver dans ces premières universités populaires. Donc en France, je le disais, 1899, avec donc première forme d'université populaire, qui s'inscrit dans un modèle qu'on pourrait qualifier de marqué par l'école. Scolaire, c'est peut-être excessif, mais qui est marqué par l'institution scolaire de référence, qui est l'école au XIXe siècle, sachant que le terme éducation populaire désigne chez Condorcet, comme chez tous les penseurs du XIXe siècle, aussi bien l'école primaire, l'école du peuple au XIXe siècle, que des activités que nous qualifierions aujourd'hui d'extrascolaires. C'est important d'avoir ça en tête, et ce n'est que très timidement, au moment justement de la création des premières universités populaires, mais surtout dans l'entre-deux-guerres et par la suite, que l'éducation populaire va progressivement se distinguer de l'enseignement primaire. Pourquoi? Parce que l'enseignement primaire s'est consolidé, institutionnalisé, qui concerne désormais tout le monde, et donc on va réserver le terme éducation populaire pour le reste. Mais quand le mouvement des universités populaires commence donc en 1899, on est encore dans cette ambiguïté. Alors, la première université populaire s'appelle de son vrai nom la Coopération des idées, donc fondée par deux hommes, l'un d'origine prolétaire, qui est populaire, un ouvrier qu'on qualifierait de qualifié, qui est devenu homme de lettres journaliste, Georges Deherme, mais qui a de vraies racines ouvrières, et de l'autre, Séhaille, qui est un professeur de philosophie à la Sorbonne. Et l'objectif, c'est, donc la coopération des idées, apporter le meilleur de la science au peuple, entendu comme le monde des ouvriers urbains, on est à Paris, et la volonté, l'expression est belle, de créer une société d'égaux volontaires, égaux, E-G-A-U-X, créer de l'égalité entre des hommes, principalement c'est aux hommes qu'on pense à l'époque, mais des hommes qui, par le savoir, par la situation sociale, se situent à des niveaux différents, mais qui, par la rencontre, espère-t-on, de l'éducation populaire, vont pouvoir être sur une base égalitaire. Donc, c'est un projet de rencontre, donc à la fois venu d'en haut, entre guillemets, du côté de ceux qu'on appelle les intellectuels. On est au moment de l'affaire Dreyfus, c'est important, avec chez les partisans de Dreyfus, les Dreyfusards, la crainte que les ouvriers, schématiquement, se laissent gagner par les idées d'extrême droite, je caricature, mais enfin, il y a cette dimension-là, c'est pas des choses malheureusement nouvelles, et donc éclairer le monde ouvrier, ça fait partie de la mission que se donnent ces intellectuels. Le mot intellectuel, c'est au départ une insulte des anti-Dreyfusards à destination des hommes de lettres qui, comme Zola, prennent la défense de Dreyfus, et c'est une insulte qui va être retournée comme un titre de gloire, et c'est comme ça que le terme intellectuel va s'imposer. Donc d'un côté, ces intellectuels, qui incarnent donc principalement des enseignants, et de l'autre, des représentants du monde ouvrier, dans une perspective davantage de réconciliation de classe, pour utiliser une analyse, que ça s'inscrit partiellement dans le mouvement ouvrier. En tout cas, il y a toute une partie du monde ouvrier qui est critique de cette logique, parce qu'il la voit comme une forme de collaboration de classe. Bon, ça s'inscrit dans une perspective qui est celle de ce qu'on appelle le socialisme d'éducation, l'idée qu'on va arriver au socialisme, au sens du 19e siècle, au sens large, par l'éducation.
la réforme, l'éducation, le progrès. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, dans des locaux de différentes natures, certains, il y a même des cafés, parce que les cafés sont des lieux essentiels de sociabilité, puis parce qu'il n'y a pas tant d'espace que ça, de salles comme celle-ci, au XIXe siècle. Des intellectuels vont donc donner des conférences, de l'université populaire, à donc des ouvriers, en tout cas c'est ce qu'ils espèrent. Il n'y a pas de diplôme à une époque où l'université, au sens de l'enseignement supérieur, représente, c'est même pas 1% d'une génération qui obtient le baccalauréat chez les garçons à la fin du XIXe siècle. Donc des conférences dans lesquelles ces intellectuels veulent apporter le meilleur de la connaissance, le meilleur de la science à ces ouvriers. Et le meilleur, c'est quoi pour eux? Eh bien, ce sont principalement des enseignants, du second degré ou du supérieur. Donc, ils apportent eh bien, la philosophie, la tragédie grecque, l'histoire du XVIIe siècle, à des ouvriers qui viennent à ces conférences après une journée de labeur. Le travail ouvrier au XIXe siècle, c'est un travail de force, au sens premier du terme, force physique. Et donc, il faut s'imaginer qu'ils viennent dans donc, des salles pas toujours bien chauffées, après une journée de travail de 10 heures. Vous imaginez le résultat produit. Bon, ces universités populaires connaissent un succès, dans un premier temps, au sens où elles se multiplient. La première, 1899, 3 ans plus tard, 1902, il y en a environ 300 en France. J'ai regardé la liste, il n'y en a pas eu à Mâcon. Pourquoi? On ne sait rien, il y en a à Louan. Bon, voilà, c'est les hasards de... Bon. Mais, donc, succès qui va être un feu de paille, au sens où aucune de ces... Enfin, pratiquement aucune de ces universités populaires ne subsiste avant même que la guerre de 14 ne se déclare. Elles échouent pourquoi? Eh bien, une modalité pédagogique pas du tout adaptée. Une partie de ces ouvriers sont au mieux allés à l'école jusqu'à 13 ans, donc subir des cours dans le niveau enseignement supérieur. Les programmes n'ont pas été du tout conçus en fonction des centres d'intérêt de ces ouvriers. On sait que, par exemple, dans les bourses du travail, où il y a des cours, parce qu'il y a tout un tas de cours qui existent pour les ouvriers au XIXe siècle. Il y a des cours de législation, des cours de dessin, etc., qui semblent correspondre aux besoins d'un certain nombre de ces ouvriers. Et par ailleurs, comme d'autres associations d'éducation populaire par la suite, des rivalités personnelles, idéologiques, vont fragiliser l'élan. Donc, c'est une très belle histoire, mais qui dure très peu de temps, mais qui témoigne à la fois de l'intérêt pour l'éducation, de l'élan qu'elle peut susciter, et des difficultés à la mettre en œuvre. Et ça va marquer durablement la réflexion sur l'éducation populaire, cet échec, au sens où, passé la guerre de 14 et toutes les transformations qu'elle apporte à la société française, toutes les tentatives d'éducation populaire, désormais, vont se méfier du modèle scolaire. Puisque là, finalement, c'était la transposition du modèle scolaire, sachant qu'il existait au XIXe siècle toute une tradition de cours pour adultes. En clair, c'était les instituteurs, il y avait la classe de jour, donc avec les enfants, et le soir, la classe pour adultes, qui était destinée à des adultes qui n'avaient pas pu suivre les cours quand ils étaient enfants, parce qu'ils étaient d'avant l'époque de la généralisation de la scolarité obligatoire, ou tout simplement parce que cette scolarité avait été interrompue. Bon, dans les faits, là encore, attention au mythe, on sait que la majorité des jeunes qui fréquentent les cours d'adultes, qui vont continuer jusque dans les années 1925, ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui des adolescents qui ont quitté l'école depuis très peu de temps. Ils ont 15 ans et
c'est ça qu'on appelle les gens qui fréquentent les cours d'adultes. Pourquoi? Eh bien parce que les adultes, ils n'aiment pas revenir sur les bancs de l'école. Hein. Fondamentalement, l'école, elle est adaptée à des enfants. Pas certain que, passé un certain âge, on tienne à y revenir. D'où cette recherche qui va marquer le XXe siècle de formes de pédagogie et d'intervention de l'éducation populaire non scolaire, adaptées en particulier soit aux enfants, soit hors de l'école, soit aux jeunes, et on va voir que ça a beaucoup d'importance, et soit bien entendu aux adultes. Et donc, alors que schématiquement l'éducation populaire du XIXe siècle, elle est très centrée sur le modèle des connaissances et de l'école, au XXe siècle, à partir dès l'après-Première Guerre mondiale, ça va être le terrain des loisirs, entendu au sens large, qui va devenir le terrain majeur d'intervention de l'éducation populaire. Pourquoi les loisirs? D'abord parce que ça devient un enjeu social majeur dans l'entre-deux-guerres. La loi sur les 8 heures de travail quotidien en 1919, les congés payés au moment du Front populaire, puis l'augmentation, une des grandes transformations quand même sociales du XXe siècle, c'est l'augmentation du temps de loisir, en tout cas du temps non travaillé. Bon. Et les mouvements d'éducation populaire eh bien, vont s'emparer de cette question du loisir, et très tôt. Dès les années 20, alors paradoxalement, c'est intéressant, ce sont des enseignants, et dans une moindre mesure des prêtres. On est dans une logique d'une France dans laquelle le clivage entre les laïcs, au sens de la fin du XIXe siècle, et les catholiques est central, avant et après la séparation de l'Église et de l'État, et les mouvements d'éducation populaire se sont construits sur cette division idéologique, camp laïque versus camp catholique, et donc les enseignants, et dans une moindre mesure, de l'autre côté les prêtres, si j'ose dire, vont être les fers de lance de cette éducation populaire qui s'intéresse aux enjeux du loisir. Les loisirs, c'est la radio, qui se développe dans l'entre-deux-guerres. La Ligue de l'enseignement, par exemple, très tôt, va vouloir investir la radio, en particulier pour pouvoir toucher les masses paysannes, mais c'est le cinéma, avec la grande histoire du cinéma éducateur. Lyon a connu dès 1920, partiellement. C'est aussi tous les enjeux du plein air dans l'entre-deux-guerres, avec la création de mouvements qui ont joué un rôle important, qui sont des satellites de la Ligue de l'enseignement. J'ai oublié de dire, la Ligue de l'enseignement, créée en 1866, qui est la première des associations d'éducation populaire, dont le nom même, fondé par Jean Massé, la référence de l'éducation populaire. La Ligue de l'enseignement se crée en 1866 pour obtenir la scolarité obligatoire, mais elle est aujourd'hui la première fédération d'éducation populaire, le premier employeur d'animateurs, mais ça fait au moins 120 ans, voire 130 ans qu'elle n'a pas mis les pieds dans la salle de classe, si j'ose dire, au sens où la Ligue de l'enseignement a toujours été une fédération du périscolaire et de l'extrascolaire, et en particulier des loisirs. Donc elle crée des associations qui ont, comme l'UFOLEA, l'Union française des œuvres laïques d'éducation artistique pour le théâtre, la musique, la danse, et la seule qui subsiste aujourd'hui, vous connaissez sans doute, l'UFOLEP, l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique, qui est quand même encore aujourd'hui une des grandes fédérations sportives qu'on dit affinitaires, parce que ce n'est pas une fédération spécialisée dans un sport, une fédération olympique, mais dont le slogan est « le sport autrement ». Donc une visée éducative par l'éducation physique et le sport. Ce modèle des loisirs pris en charge par l'éducation populaire, c'est ce qu'on appelle au moment du Front populaire les loisirs intelligents. Alors, ça nous paraît aujourd'hui une expression curieuse, mais c'est l'idée d'aider les gens. Alors il y a un aspect un peu peut-être à nous, hommes et femmes du XXIe siècle, nous paraître un peu paternaliste, mais c'est l'idée qu'il faut apprendre aux gens à utiliser intelligemment leurs loisirs. Mais l'autre nom, c'est les loisirs culturels. Donc c'est l'idée qu'à travers les loisirs, on va développer les capacités des individus et en particulier permettre leur éducation politique, au sens permettre leur participation à la vie de la cité.
Parce que c'est fidèle à la logique de l'éducation populaire, qui est un projet politique, mais attention, elle valorise l'éducation populaire, et ça, il me semble, c'est une relative constante, elle valorise le politique, au sens, l'idée de la vie civique, l'idée du bien commun, l'idée que pour pouvoir agir en citoyen et citoyenne responsable, il faut avoir une vision large des choses, mais en revanche, elle est toujours mal à l'aise avec la politique. La politique au sens, l'espace politique, avec ses rivalités, ses partis, et les mouvements d'éducation populaire se sont toujours tenus à une relative distance de la politique, avec des nuances bien entendu, mais voilà, donc toujours cette ambiguïté. Il ferait sien une formule de Proudhon, enfin, du moins attribuée à Proudhon, qui dit « démocratie, c'est démopédie », c'est-à-dire la démocratie, c'est l'éducation du peuple. Ce qui veut dire que voilà, le vrai citoyen, c'est celui qui est éduqué, et d'une certaine façon, y compris à se méfier du politique. Par exemple, André Philippe, qui est donc le fondateur de la République des jeunes, on va dire des maisons des jeunes et de la culture, député du Rhône, figure importante du Parti socialiste, et il disait que l'éducation populaire, c'était apprendre aux socialistes qu'il était à se méfier du socialisme. Hein, l'idée de... Voilà, c'est à la fois et ça, on pourrait même le voir, on reparlera tout à l'heure de l'éducation populaire politique d'aujourd'hui, il y a toujours cette ambiguïté, me semble-t-il, mais enfin ambiguïté ou richesse. Et donc ce modèle du loisir culturel intelligent, il culmine, on va dire, il trouve sa légitimation véritable au moment du Front populaire, avec la figure d'un côté de Léo Lagrange, les auberges de la jeunesse, mais pas simplement, hein, tout le soutien à toutes les initiatives d'éducation populaire, y compris sur son volet éducation physique, qui est souvent un petit peu minoré dans la mémoire de l'éducation populaire, alors que, on l'a vu tout à l'heure, finalement le seul mouvement qui subsiste, c'est l'UFOLEP. Ça dit des choses, à la fois des transformations de la société française, de l'importance prise par le sport en ce début de 21e siècle, mais aussi d'une certaine façon du mépris de l'éducation populaire pour une part importante de son histoire. Dans les MJC, par exemple, les gens parlent rarement des activités physiques, alors que bon, la gymnastique volontaire féminine, par exemple, bon, c'est pas considéré comme glorieux hein, par les militants des MJC, mais ça a été très important, et plein d'autres choses. Hein. Bon. Donc, d'un côté, Léo Lagrange, de l'autre, il ne faut jamais l'oublier, Jean Zay, qui est le grand ministre de l'Éducation nationale du Front populaire, qui soutient en partie la Ligue de l'enseignement, dont il est membre, hein, mais aussi, il va introduire aussi, Jean Zay, à travers l'expérience de ce qu'on a appelé les loisirs dirigés, des éléments d'éducation populaire et d'éducation nouvelle dans les programmes scolaires, à travers une expérience qui connaîtra un succès mitigé, mais voilà, donc il y a cette volonté, en particulier aussi que l'éducation populaire va aider à la démocratisation de l'enseignement, hein, puisque le projet de Jean Zay, c'est un des éléments essentiels de ce qu'on appelle l'école unique, hein, pour unifier, pour aller vite, le secondaire, qui était l'école de la bourgeoisie, et l'enseignement primaire, qui était l'enseignement du peuple. Et à l'époque, les novateurs pédagogiques pensent que l'éducation populaire peut aider à cette démocratisation. C'est la raison pour laquelle Jean Zay appuie très fortement la création d'un mouvement très important de l'histoire de l'éducation populaire qui s'appelle les CDA, les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, pour inciter les enseignants, instituteurs particulièrement, à encadrer des colonies de vacances, se former aux méthodes d'éducation nouvelles et transposer ces méthodes dans la salle de classe. Bon. Ce modèle des loisirs intelligents ou loisirs culturels, il va durer très longtemps. Au moins jusqu'aux années 80, et sans doute d'une certaine façon jusqu'à aujourd'hui. Les MJC en sont le pur produit, y compris dans leur nom. Hein, Maison des jeunes et de la culture, c'est une cible privilégiée, la jeunesse, alors entendre à la fois comme idéal, mais aussi comme réalité. Dans les années 60, les 15-25 ans constituent 80% du public des MJC, et il faut préciser de garçons d'ailleurs, hein, c'est aux 3/4 des garçons.
et on propose des loisirs avec l'idée que la prise en charge par les jeunes de leurs activités de loisirs va les former en tant que citoyens. Le slogan des MJC de l'époque, c'est la MJC bande d'essai de la citoyenneté. Le conseil de maison, chaque MJC doit avoir un conseil de maison, est une sorte de petit conseil d'administration en miniature qui doit permettre donc aux jeunes de prendre en charge leurs affaires, depuis des choses très élémentaires, gérer le planning des salles, jusqu'à la participation au conseil d'administration, puisqu'il y a un jeu institutionnel qui fait qu'une partie des membres du conseil d'administration participent, du conseil de maison, pardon, dont certains ne sont pas majeurs, participent au conseil d'administration, la majorité à l'époque étant à 21 ans. Et donc, ce modèle est très important, et de ce point de vue-là, contrairement un peu, enfin, j'ai tendance à relativiser la rupture qui est souvent faite dans l'histoire de l'éducation populaire entre, il y aurait eu la grande époque pure des idées, et puis après serait arrivée l'animation culturelle. Non, il y a une assez grande continuité qui part du fait que, d'une part, les méthodes scolaires n'ont pas forcément très bien marché avec l'échec des premières universités populaires, et l'idée que finalement c'est le temps de loisir qui est mis à profit pour une forme d'éducation populaire. Et donc, je dirais que le corpus professionnel des animateurs, tant du point de vue des références, s'inscrit dans ce modèle des loisirs culturels et civiques, il faudrait préciser, qui permet une forme de politisation par la participation, par l'implication. Il y a quelques exceptions, malgré tout, à ce modèle du loisir culturel ou intelligent. J'en évoquerai deux. Le premier, c'est le modèle de l'action catholique spécialisée de la jeunesse. Pour aller vite, ce qu'on appelle deux mouvements. Aujourd'hui, le mouvement rural de la jeunesse chrétienne, vous connaissez peut-être, l'ancienne jeunesse agricole catholique, et aussi la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne. Donc deux mouvements de jeunesse d'église qui sont créés non pas dans une perspective d'éducation populaire au départ. L'Église ne cherche pas, elle cherche à refaire des chrétiens parmi les ouvriers et dans une moindre mesure les paysans, à la moindre inquiétude, mais l'histoire de la JOC va produire ce qui n'avait pas été pensé par l'Église, mais un mouvement plutôt au contraire d'émancipation, en particulier grâce à des méthodes d'implication des jeunes, y compris dans les loisirs, certes, mais à travers des cercles de réflexion, surtout la pratique de l'enquête autour triptyque, voir, juger, agir. Donc inciter les jeunes à se positionner en acteurs responsables de leurs actes parce qu'informés et parce que formés. Bon, aujourd'hui, ce sont des mouvements qui ont perdu beaucoup d'importance, mais qui continuent malgré tout à fournir des militants. Il y a, je ne sais pas quels sont les effectifs de la JOC aujourd'hui, c'est pas grand-chose, mais au moment, par exemple, en juin, il y a 2 ans, en juin 2023, juste après le mouvement des retraites, il y a eu quelque chose d'intéressant qui s'est passé à la tête des 2 principales confédérations syndicales françaises. Laurent Berger a quitté la CFDT. Comme tous les secrétaires généraux de la CFDT avant lui, il était un ancien de la jeunesse ouvrière chrétienne. Et au même moment, arrive à la tête de la CGT, Sophie Binet, qui a 40 et quelques années, qui est une ancienne de la JOC, elle aussi. À la CFDT, c'est très classique que viennent des gens de la JOC, c'est plus rare à la CGT, mais il y en a quand même toujours eu. Bon. Donc ça témoigne de l'importance de ce qu'a été ce mouvement de l'action catholique spécialisée de la jeunesse. Autre exception, entre guillemets, le mouvement Peuple et Culture. Donc là, on est dans un mouvement laïque. Peuple et Culture se construit schématiquement à partir d'un ensemble de résistants qui ont été liés, entre autres, à l'aventure du Vercors, et aussi avant de l'école d'Uriage, avec au moins 3 noms. Benigno Cáceres, qui a été cité, Joffre Dumasdier, donc personnalité importante, théoricien du loisir, le premier sociologue du loisir en France, et par ailleurs
inspecteur un temps jeunesse et sport à la Libération, hein, administration créée à la Libération pour développer ses loisirs intelligents, hein, c'est l'administration jeunesse et sport, et enfin Joseph Rovan, qui est un franco-allemand, juif, réfugié, déporté, résistant, qui a joué un rôle très important dans la réconciliation franco-allemande. Et ces trois hommes, ainsi qu'un autre qui s'appelle Langrand, ont joué un rôle très important dans la mise au point de techniques de formation des adultes, en particulier l'entraînement mental, mais aussi les cycles de formation. Et donc, Peuple et Culture a joué dans la formation des animateurs, les directeurs de MJC, entre autres, un rôle important. Et donc là, on est bien dans le cadre d'une éducation populaire qui est peu tournée vers les enjeux de loisirs, mais vraiment sur la question de la formation des adultes. D'ailleurs, il y a toute une partie de Peuple et Culture qui va, non pas se scinder, ils vont rester en mouvement, mais qui va s'intéresser à ce qu'on appellerait aujourd'hui, enfin, ce qui est devenu la formation continue des adultes, à partir de la loi de 1971. Alors, ce modèle des loisirs culturels, animation socio-culturelle, il entre en crise fin des années 70, tournant des années 80, pour plein de raisons, alors, qui sont d'ailleurs pas forcément simples encore à étudier. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Ce qui me semble intéressant, c'est peut-être davantage la signification de ce moment de crise. Par beaucoup d'aspects, il me semble assez annonciateur de la crise de ce que vont devenir schématiquement les idéaux de la gauche ou du progrès dans les années 80. En ce sens, il est, me semble-t-il, plus un symptôme qu'une conséquence. En particulier, les doutes sur la pertinence, finalement, des valeurs, au nom de quoi éduquer. Dans les années 30, quand même, il y avait un certain nombre de certitudes chez ces éducateurs, dans les années 60 encore, qui sont vite taxés aujourd'hui de paternalisme, mais que voilà, les gens n'ont plus, dans une société où, en apparence du moins, il y a sans doute plus de vraies valeurs auxquelles les gens sont attachés qu'on ne le croit, mais voilà, dans lequel il y a des formes d'incertitude, il est difficile de se projeter, et en particulier, d'une certaine façon, avoir des modèles à proposer à ceux qu'on prétend éduquer. Je vais très vite, mais il y a ça. Par ailleurs, il y a une crise très forte de légitimité du socioculturel. C'est à ce moment-là qu'il est rebaptisé le socio-Q ou socio-QQ. Il y a un spectacle de Jérôme Deschamps, je ne sais pas si vous voyez qui est Jérôme Deschamps, dramaturge important de cette époque, qui s'appelle La Veillée, 1985, et qui est une attaque au vitriol, des MJC en particulier. Ça commence, la scène, donc, les spectateurs sont comme vous, et ils attendent, et la seule chose qu'il y a, c'est une odeur de soupe aux poireaux qui envahit progressivement l'assistance, puis après il y a le macramé, les pelures de moutons, enfin bref, il y a toute une critique extrêmement violente, sur fond d'essor d'une critique, on va dire, artiste et culturelle, du socioculturel, au moment où Jack Lang, en arrivant donc au ministère de la Culture en 1980, dispose de moyens considérables qui vont permettre la professionnalisation du secteur artistique avec des équipements spécialisés. Bon, je vais discuter de l'histoire de la MJC de Mâcon. Bon, on m'expliquait quelque chose qu'on rencontre dans beaucoup de villes de la taille de Mâcon et plus petites. Dans les années 70, il n'y avait qu'une seule salle de spectacle dans la ville, c'était souvent la MJC. À partir des années 80, se multiplient les scènes nationales, se multiplient les équipements culturels spécifiques dépendant du ministère de la Culture, avec un personnel spécialisé. C'est au moment où les universités commencent à former des tas de professionnels du secteur culturel. Et donc, le secteur socio-culturel, eh bien, il est repoussé de tout ce pan de la culture, ce qui n'est pas sans poser de problème. Par ailleurs, les questions de rapport au public, c'est autre chose. Bon. Mais par ailleurs, sur le volet social
Deuxième aspect, on va dire, du socioculturel, il y a l'idée que le secteur socioculturel ne fait pas assez dans le social. Et en particulier, les MJC sont très très fortement incités à se tourner vers les jeunes, en particulier des quartiers sensibles. Et quand on regarde l'histoire des MJC depuis les années 80, on voit, je schématise, hein, il y a X nuances, et votre MJC est la preuve qu'il existe des exceptions. Mais enfin, globalement, ce qui a plutôt disparu, c'est les MJC en centre-ville, qui avaient une orientation culturelle, et se sont maintenus en devenant des centres sociaux. La plupart sont devenus MJC centres sociaux, des MJC qui sont dans les quartiers prioritaires de la ville aujourd'hui, hein, principalement en QPV, avec une action jeune et une action sociale. Et donc le socioculturel et l'éducation populaire a été pris finalement dans les transformations lourdes de la société française. Par ailleurs, il y a d'autres aspects qui ont joué. Le retrait du monde enseignant de ce militantisme éducatif, donc qui est à la fois par le fait que les gouvernements de droite, à partir de 86, vont retirer ceux qu'on appelait les MAD, c'est-à-dire les instituteurs qui étaient mis à disposition des associations d'éducation populaire. Officiellement, ils restaient instituteurs, mais travaillaient pour le compte de la Ligue de l'enseignement, des CNA, des Franca, etc. Les derniers ont été renvoyés par Darcos en 2009. Il en subsiste quelques-uns à l'UCEP. Mais bon, donc le monde enseignant et par ailleurs, y compris à titre bénévole, les transformations de la sociologie enseignante, le déclin du monde primaire en tant que force politique, syndicale. Hein, on a du mal aujourd'hui à imaginer ce qu'était le poids de la FEN ou du SNI dans les années 70. Autour de 1995, alors à quoi on le décèle? Dans plusieurs villes en France, par exemple, il y a à Strasbourg en particulier, il y a des adjoints ou conseillers municipaux à l'éducation populaire qui sont nommés. Donc il y a un nouvel intérêt de mairie de gauche pour l'éducation populaire. Par ailleurs, à la création du mouvement Attaque, 1998, il se revendique mouvement d'éducation populaire, tout en marquant sa distance avec les mouvements de jeunesse et d'éducation populaire, mais il revendique l'éducation populaire avec l'idée finalement d'un retour aux sources, c'est-à-dire se réapproprier la connaissance pour mieux combattre la société qu'on veut nous faire, ou qu'on veut nous imposer. Et puis, troisième, un peu plus tard, le mouvement qui va donner naissance à ce qu'on peut appeler l'éducation populaire politique des adultes. Alors qu'est-ce que c'est? Bon, la figure la plus connue, elle est incarnée, à tort ou à raison, par Franck Lepage. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc Franck, à travers en particulier les conférences gesticulées, donc une forme d'intervention dans l'espace public dans lequel une personne présente à travers son histoire personnelle un enjeu de société important. Et Franck Lepage a commencé à travers son histoire, qui est celle, il était directeur du développement de la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture, et donc comment il s'est heurté à la fois au mépris et au poids du ministère de la Culture, aux lourdeurs du socioculturel, à l'imbécilité des projets qu'on lui imposait, et ainsi de suite, et il en a fait comme ça un spectacle, et puis ensuite d'autres, et il a fait école, et il y a aujourd'hui, dans toute la France, plusieurs centaines de conférences gesticulées qui circulent, et qui témoignent d'un renouvellement intéressant de l'éducation populaire, d'autant plus que ça touche un autre public. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce monde de l'éducation populaire politique, on voit bien là la continuité, beaucoup sont passés par le réseau MJC. Réseau MJC qui, y compris à la période où je disais que l'éducation populaire était complètement ringardisée dans les années 80, c'était un des lieux où on continuait, en particulier les directeurs de MJC, à se revendiquer de l'éducation populaire. Bon. Et donc, autour de donc, il y a les conférences gesticulées, mais vous avez aussi ont été créés des collectifs qui sont transformés pour certains en SCOP, en société coopérative ouvrière de production d'éducation populaire politique, donc qui font de la formation et qui,
en se constituant en entreprise, une SCOP c'est une entreprise, c'est pas une association, espère échapper au poids de la logique des subventions, de l'appel à projet, bref, toutes les transformations que subissent les associations comme la vôtre. Bon. Et alors, en quoi c'est intéressant ce mouvement de l'éducation populaire politique? Ben d'abord, parce qu'il témoigne, me semble-t-il, d'une certaine façon de la maturité de la profession d'animateur. Parce que beaucoup de ces gens-là sont des animateurs. Et ben, heureusement, le niveau monte, comme on dit, c'est-à-dire que il y a parmi ces animateurs des gens qui sont capables de penser leur métier et qui investissent, certes leur métier, mais qui investissent aussi des espaces militants, c'est le cas de la plupart des gens qui sont dans... Et qui donc entraîne une forme de renouvellement de l'éducation populaire qui permet de toucher d'autres publics. Et ça me paraît quelque chose d'intéressant. Et puis, plus récemment, peut-être encore, le renouveau des universités populaires. Alors, je ne sais pas quand celle de Mâcon, mais il y a toujours eu, enfin, il y a eu à partir des années 60, en particulier à partir de l'université populaire de Mulhouse, qui, elle, est fortement inspirée par ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Donc, le mouvement des universités populaires en Allemagne est quelque chose de très puissant, donc a représenté un pôle, mais depuis les années 90, il y a un renouveau très fort des universités populaires, qui ont essayé de se constituer en associations, fédérations, avec plus ou moins de succès, mais en tout cas, voilà, vos universités populaires sont nombreuses. Là aussi, toute fin du XXe siècle, hein, par exemple à Caen, Michel Onfray, c'est 98 ou 99, c'est dans ces eaux-là. Bon, après, il a évolué, comme on sait, mais bon. Il s'inscrit dans une histoire. Et puis, et ce qui est intéressant, c'est l'un des points communs, me semble-t-il, à toutes ces expériences, c'est que l'éducation populaire politique, les universités populaires, attaquent, mettent l'accent sur la connaissance. Y compris parfois avec une certaine... c'est là que je sors ma casquette d'historien et je dis, attention quand même, la critique du socioculturel, parfois elle a bon dos. C'est-à-dire que, en même temps, il y a des publics, en particulier les enfants, voilà, c'est important aussi de faire des activités. Et justement, le dernier, je dirais, étage de ce renouvellement de l'éducation populaire, qui est modeste, mais il me semble, là, depuis une dizaine d'années, quand même prendre de l'importance, c'est la réflexion autour des loisirs des enfants. Il y a tout un tas de collectifs, assez localisés, dans pas mal d'endroits en France, pour essayer de réfléchir à une rénovation des accueils de loisirs, des colonies de vacances, avec des éléments d'interrogation sur quelle place on fait vraiment aux enfants dans leurs loisirs, quel rapport entre enfants et adultes dans ces accueils. Je pense des différents collectifs, la Bidouerie, le Second Souffle, un peu plus ancien, la Maison de Courcelles, bref, des gens qui réfléchissent et qui se revendiquent de l'éducation populaire. Je pense qu'il faut peut-être que je termine. Non? Je sais pas, je sens que je lasse peut-être un peu, non? Ça va? Bon, non, mais il vaut mieux peut-être qu'on échange ensuite. Peut-être juste dire, en conclusion, quelques éléments. J'espère vous avoir partiellement convaincu qu'il ne faut pas idéaliser l'histoire, mais que cette histoire est intéressante pour autant. Il ne faut pas idéaliser le passé, pardon. Il faut s'intéresser à l'histoire. Que peut-être que, par rapport au XIXe siècle, ce qui a changé, c'est que au XIXe siècle, il y a une véritable foi dans les pouvoirs de l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes obligés de constater que voilà, l'éducation peut un certain nombre de choses, mais elle peut peu, comme dirait l'autre. Enfin, elle ne peut pas tout, en tout cas. Alors que l'idéal premier de l'éducation populaire, c'est vraiment une foi dans les pouvoirs absolus de l'éducation, qui, auquel, je pense, globalement, nous n'adhérons plus. Mais, encore une fois, on n'a pas non plus tellement d'armes pour prendre
notre destin en main, et l'éducation est quand même peut-être un des plus solides. Et l'un des enjeux majeurs, et qui malheureusement ne semble pas toujours mis en avant, c'est la question du rapport à l'école. Je ne dis pas ça parce que je suis prof aujourd'hui dans l'enseignement supérieur et avant dans le second degré, mais il y a il y a quand même un vrai enjeu majeur qui est comment articuler, comment faire travailler ensemble le monde de l'animation et l'éducation populaire et l'école, de la maternelle, ou en tout cas de l'école primaire à l'université. Et ça, c'est très compliqué. Parce que, au départ, c'était le même monde. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de montrer. La Ligue de l'enseignement, comme son nom l'indique, les universités populaires, les enseignants. Je dirais que le militantisme d'éducation populaire a été le militantisme le plus caractéristique du monde enseignant, en tout cas des instituteurs, jusqu'aux années 1980. C'est évident. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études sur les partenariats, parce que le ministère de l'Éducation nationale, les villes ne cessent de dire il faut des partenariats entre l'école, le centre de loisirs, etc. Sauf que concrètement, c'est très compliqué. Et ça, c'est un problème absolument majeur. Voilà. Et donc, je pense que c'est un des chantiers. La question des loisirs aussi. C'est-à-dire que, à la fois, c'est extrêmement important, effectivement, que l'éducation populaire se soit ressaisie d'enjeux, de connaissances. Mais la question des loisirs, elle est quand même fondamentale. Quand dans un pays comme le nôtre, qui est quand même globalement extrêmement riche, vous avez plus d'un enfant sur 10 qui ne part jamais en vacances, c'est quand même un scandale, une injustice absolue. Et là-dessus, il y a même si les associations, la JPA tous les ans, la jeunesse au plein air fait sa campagne, mais c'est quand même un enjeu absolument majeur, y compris les enjeux par exemple que représente l'apprentissage des vacances ou du forme de tourisme. Avec le déclin des classes vertes, des classes transplantées, c'est aussi un scandale. Là aussi, les associations d'éducation populaire ont été porteuses, les Franca, les CMA, la Ligue, les PEP, enfin toutes. Il y a même des MJC qui ont eu des centres de classes transplantées. Bon, malheureusement, alors il y a timidement l'année dernière 2 députés macronistes qui ont créé, sur l'initiative d'un amendement, pour la création d'un fonds de soutien aux classes transplantées en février 2024. 1 600 000 € pour l'ensemble de la France. 1 600 000 €, c'est rien. Mais enfin bon, c'est mieux que. Et donc voilà, je pense malgré tout que voilà, il y a un vrai enjeu autour de la formation aussi des animateurs. C'est-à-dire que la professionnalisation des animateurs, ça n'a pas été le déclin de l'éducation populaire, je ne pense pas. Le problème, c'est une professionnalisation incomplète ou une salarisation et pas une véritable professionnalisation. C'est-à-dire qu'il y a une minorité d'animateurs très bien formés et généralement ce sont aussi des militants parce que ce qui est important, c'est qu'ils, comme les enseignants d'une certaine façon, qu'ils conservent aussi leur liberté professionnelle alors que les projets, etc., cherchent à leur imposer des manières de faire, normalisées, etc. Et ça, il y a un vrai enjeu là-dessus, comment conserver et construire une liberté professionnelle. Et puis, écoutez, on est terminé. J'espère ne pas vous avoir assommé avec mon débit.